Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue. Voici les titres de ce 26 mai. Une arme à feu, des munitions et même des grenades retrouvées tôt ce matin à la maison d'arrêt de Tours. Elles ont été apparemment jetées de l'extérieur dans la cour des sports. Selon toute vraisemblance, une tentative d'évasion était en préparation. Une information cependant à prendre à la légère. 3 des 4 de Tours, ces militants qui étaient accusés par Brice Hortefeux de diffamation publique, ont été condamnés aujourd'hui à payer des amendes. Ils avaient qualifié de vichistes les méthodes des services de l'immigration de la préfecture d'Indre-et-Loire. Le secteur sauvegardé de la ville de Tours a grandi. Il a été pratiquement multiplié par 250 hectares au lieu des 90 initiaux. Il englobe désormais, en plus du Vieux-Tours, le quartier Lamartine, la gare et la place Jean Jaurès. Il y avait-il une tentative d'évasion en préparation à la maison d'arrêt de Tours? C'est en tout cas ce que laisse penser une découverte faite tôt ce matin. Une arme à feu, des munitions et même des grenades ont été retrouvées par les gardiens. Les précisions, Maxime Kemener. Un pistolet chargé, une quarantaine de munitions et 2 grenades ont été retrouvées ce matin dans la cour de la maison d'arrêt de Tours. Selon le communiqué du syndicat des surveillants pénitentiaires, le paquet aurait été lancé depuis l'extérieur de la prison dans la nuit d'hier à aujourd'hui. On ne sait pas encore à qui cet arsenal était destiné, ou même si toutes les armes ont été retrouvées par la patrouille. Le syndicat réclame une fouille générale de l'établissement. Cela devrait permettre de savoir si d'autres armes ont été introduites. Il demande aussi des mesures radicales contre ces phénomènes de projection extérieure, et si rien n'est fait, il n'exclut pas de se mettre en grève. Leur procès avait été plusieurs fois reporté. Ce matin, la décision du juge a été rendue. 3 des 4 de Tours, ces militants associatifs accusés de diffamation publique par Brice Hortefeux, ont été condamnés à des amendes. Ils avaient accusé les services de l'immigration de la préfecture d'Indre-et-Loire de recourir à des méthodes vichistes. Julien Gauthier. Quelques sourires affichés et une certaine décontraction laissaient encore entrevoir un espoir de relax. 8 mois après la première date du procès, les 4 prévenus de Tours accusés de diffamation par l'ancien ministre de l'Intérieur Brice Hortefeux se voient enfin soumis à la décision du juge. Mais à la sortie de la salle d'audience, le sourire n'est plus d'actualité. Pour ma part, donc, je suis entièrement relaxée. Chantal Beauchamp, militante RESF, sera la seule relaxée. Chacun des 3 autres est reconnu coupable du chef d'accusation de diffamation par voie d'Internet et condamné avec sursis à 500 € d'amende. Chacun devra également s'acquitter de 300 € de dommages et intérêts. Et ensemble, ils devront régler les frais d'avocat de la partie adverse, soit 3 000 €. On fait appel, bien sûr. Je refuse complètement une condamnation d'une justice parce que je défends la liberté d'expression, parce que je défends le droit de faire des comparaisons et puis d'avoir des doutes et puis les exprimer. Ça n'a pas passé en justice déjà et donc oui, je refuse toute condamnation. Même 1 €, non. C'est vrai que le tribunal s'attache à la loi sur la presse qui prévoit effectivement la diffamation et de notre côté, on est plus sur la Convention européenne des droits de l'homme qui prévoit une liberté d'expression très importante pour les hommes politiques et les militants dans le cadre de leur fonction, dans le cadre de l'exercice de la critique nécessaire à toute vie publique. Les 3 condamnés vont à présent se concerter avec leur avocat et leur comité de soutien. Ils rendront public leur choix concernant leur probable appel ce vendredi. Légère hausse du chômage en région centre au mois d'avril. Il progresse de 0,2% pour les demandeurs de catégorie A par rapport au mois de mars, ce qui représente un peu plus de 96 000 demandeurs d'emploi. En revanche, en Indre-et-Loire et Loir-et-Cher, le taux est en baisse, respectivement 0,5 et 1,7%. C'est dans l'Indre que la hausse est la plus forte de 1,4%. La LMDE tient congrès à Tours jusqu'à demain. La mutuelle étudiante qui attire l'attention cette année sur la santé des étudiants. Selon une enquête, leur accès à la médecine serait largement insuffisant, tout comme les remboursements de leurs actes médicaux. Julien Bernier. Un étudiant sur 2 vit avec moins de 400 € par mois. C'est l'un des constats d'une récente enquête nationale de la mutuelle des étudiants. Cette situation sociale a un impact sur les pratiques de santé des jeunes adultes.
avec une situation sociale dégradée, eh bien, les étudiants sont contraints de renoncer à se couvrir globalement pour leurs dépenses de santé. Ainsi, c'est 19%, près d'un étudiant sur 5, qui renonce à souscrire une complémentaire santé d'un niveau suffisant pour couvrir ses dépenses de santé. C'est plus 6 points par rapport à 2005 dans notre enquête précédente. C'est largement au-dessus de la moyenne de la population, où entre 6 et 7% des individus n'ont pas de complémentaire santé. On voit bien qu'il y a un problème spécifique chez les étudiants. Pour améliorer la situation, la région a déjà mis en place des chèques santé de 100 €. Mais pour le moment, ils sont réservés à seulement près de 1000 étudiants boursiers. D'autres pistes sont à envisager pour couvrir l'ensemble des besoins. On souhaite travailler avec la mutuelle des étudiants sur la mise en place peut-être d'une maison de santé étudiante pour que les étudiants puissent aller se faire soigner et pour qu'ils soient accompagnés aussi dans des choix qui sont difficiles, des choix de vie, des choix de soins qui sont, parce qu'aujourd'hui on le voit bien dans l'étude, ils sont seuls face à ces soins-là, donc dans ces maisons, et bien sûr sans dépassement d'honoraires qui aujourd'hui qui sont entre guillemets une calamité pour les Français, pour tous nos concitoyens et en particulier les étudiants. Derrière les chiffres alarmants, d'autres sont plus rassurants. 85% des étudiants de l'académie jugent leur état de santé bon. Le secteur sauvegardé de Tours s'agrandit pour une meilleure cohérence urbaine, nous vous en avions parlé. Il concernait jusqu'à maintenant essentiellement le vieux quartier. Désormais, il englobe tous ces anciens faubourgs, soit une surface multipliée quasiment par 2. Sébastien Branger. La transformation de Tours se précise un peu plus. Preuve en est, pour la deuxième fois cette année, ce qui est plutôt rare, la Commission nationale des secteurs sauvegardés s'est déplacée à Tours. Avec la ville, la commission s'est entendue sur une hauteur maximum des futures constructions, qui ne devraient pas dépasser la base du toit de l'église Saint-Julien. Les références qu'on a sur les hauteurs, cathédrale et Saint-Julien, parce que vous comprenez bien qu'il y a des équilibres. Il ne faut pas refaire les erreurs qu'on a pu faire dans d'autres villes avec des hauteurs. Sous prétexte de faire de la hauteur, ça ne veut rien dire. Il faut faire de la hauteur à certains endroits, à d'autres il faut la mesurer. C'est un rapport de hauteur qui nous importe. Et là, je crois qu'on l'a trouvé, donc on peut monter un peu, et on verra. On monte un peu au-dessus des immeubles, pas tout, mais pas trop. Mais les discussions tournent surtout autour de la place Anatole France, qui doit être entièrement refaite, notamment avec l'implantation d'un complexe hôtelier de luxe. Celui-ci devra respecter le cahier des charges du secteur sauvegardé. Nous avons une obligation qui nous est faite de traiter de façon symétrique et en même temps les deux côtés de la rue nationale. Avec une ambition pour nous qui est d'avoir évidemment une hôtellerie haut de gamme qui s'installe ici pour accroître l'attractivité de notre ville. Et la ville met les petits plats dans les grands en s'offrant un artiste mondialement connu en la personne de Daniel Buren pour relooker cette place. Un relooking qui n'est que le prolongement de ce qui se fera sur la future ligne de tram. Je pense qu'on n'a jamais donné une telle possibilité à un artiste aujourd'hui pour pouvoir travailler. Et je suis tout à fait conscient d'abord de cette chance, mais surtout de la difficulté que ça représente. Une enquête publique sur ces futurs aménagements sera lancée à partir du mois de juillet. 38e et dernière journée pour le Tours FC qui se déplace demain vendredi soir à Sedan. Les Tourangeaux vont jouer pour l'honneur. Ils sont actuellement classés 9e du championnat de Ligue 2. Romain Delvin. Effet miroir du calendrier, la dernière journée se joue dans les Ardennes, au stade Louis Dugoguet. Comme la première journée, c'était joué au stade de la Vallée du Cher. Souvenez-vous, un match très ouvert, un guéguier flamboyant et au final la joie tourangelle. 4-3 sous le soleil du mois d'août, les spectateurs étaient forcément ravis. Certain que ce match-là était meilleur que celui qu'on a joué au Mans. Mais ça a été un match attractif, attrayant. Je veux dire, bon, on a vu 7 buts, c'était le début du championnat, on a vu un triplé, on a vu beaucoup de choses intéressantes. Mais sur ce match-là, on peut presque résumer notre saison, quoi. On a pris quand même 3 buts. 19e défense avec 58 buts encaissés après 37 journées, le Tours Football Club devra bien figurer face au CS Sedan. Et ce, même si les deux formations n'ont plus rien à gagner, sauf un dernier match. On n'a pas grand-chose à jouer, sinon une des places honorables. Donc on doit être malgré tout assez libéré. Il n'y a pas de contraintes particulières. Ça devrait faire un beau match maintenant.
On l'a dit l'autre jour contre Angers. Puis finalement, ça a été un match sérieux. Hein. Ça va pas... Donc là, je pense que Sedan voudra bien aussi terminer. Donc il ne faut pas s'attendre à ce qu'on voit n'importe quoi sur le terrain. Non, on fera un match pour bien terminer la saison. Sur les 3 derniers matchs de la saison, les 3 gardiens auront joué, puisque Jérémy Sopalski était titulaire à Nîmes, Johan Thuram face à Angers. Et pour la dernière de la saison, c'est Benjamin Leroy, 3e gardien de la réserve en CFA2, qui est titularisé. De toute façon, on se prépare depuis qu'on est jeune à jouer des matchs avec la pression. Donc là, il n'y a pas la pression forcément du résultat. La pression, elle est peut-être plus sur ma performance. Mais après, enfin voilà, faut l'assumer. On fait ce boulot, entre guillemets, ce métier-là pour ces matchs-là, cette pression. Donc non, pour moi, c'est une pression qui n'est pas plus dure à supporter qu'une autre. C'est donc une première et c'est pour la dernière journée. Et demain soir, Benjamin Leroy aura des stats à 100% avec l'équipe première à l'issue du match. Alors autant bien entamer sa carrière professionnelle. Et avant de refermer cette page consacrée au sport, je vous signale la victoire de l'équipe de football de l'Université de Tours en finale. Les Tourangeaux affrontaient Lille à Montpellier, score final 1-0 et un trophée de champion de France universitaire qui sera donc rapporté à Tours. On termine ce journal avec une exposition. Le CCC, le Centre de création contemporaine de Tours, accueille jusqu'au 5 juin des œuvres faites en partie par des étudiants d'histoire de l'art, des objets et des peintures dont vous rend compte Margot Martini. Pour la 9e année consécutive, le Centre de création contemporaine accueille la galerie expérimentale. Une occasion pour des étudiants de 3e année à l'université de découvrir la réalité professionnelle du monde de l'art contemporain. De l'accrochage à la communication, en passant par le dialogue avec les artistes, c'est un vrai travail collectif qui se met en place pour réaliser cette exposition. Ce qui est intéressant avec ce projet, c'est que chaque année, finalement, c'est une aventure différente, avec des étudiants différents, avec un projet différent, des nouveaux artistes, des nouveaux problèmes qui se posent. Nous, notre rôle, c'est vraiment d'accompagner, c'est ce qui est assez intéressant et émouvant même dans ce projet, d'accompagner cet accouchement en fait, qui donne lieu à une exposition. Étudiants en histoire de l'art, en droit, en littérature ou en art du spectacle, tous se retrouvent cette année autour de la reprise. Tableaux et objets sont détournés, repris, pour donner un sens à ce thème pas si évident et un peu flou. En fait, est parti d'un corpus de textes qu'on nous avait donné en fait concernant les artistes incohérents. Donc au départ, on n'était pas du tout parti vers la reprise, mais plutôt vers la farce, l'humour. L'exposition s'est un peu montée par hasard. On a d'abord découvert Joël Hubaut, donc c'est vraiment un artiste très farceur qui s'amuse beaucoup avec les mots. Et en fait, l'artiste nous a renvoyé à un autre artiste par une œuvre qui s'appelle Rob Grillet. Et en fait, on est parti vers un auteur donc, qui s'appelle Rob Grillet et du coup vers un texte, La Reprise. Et c'est à partir de ce moment-là en fait, que tout s'est fait. Par cette contribution du CCC à l'enseignement de l'Université François Rabelais de Tours, les étudiants se trouvent face à leur avenir. Il faut alors prendre en compte les règles d'un monde et d'un établissement extérieur pour un jour devenir de vrais acteurs de l'art contemporain. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, nous recevons Hervé Novelli. A tout de suite.